Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à euh, une question qui est vraiment fondamentale et qui bouscule très concrètement le quotidien de milliers de personnes. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire être un chercheur à l'heure de l'intelligence artificielle? Et on ne parle pas juste d'un nouveau outil, hein. Non, pas du tout. On parle d'une redéfinition en profondeur de l'identité même de l'intellectuel. Pour explorer ça, on a mis la main sur une analyse vraiment éclairante. C'est un article de Pierre Frassé, qui est linguiste et sociologue. Publié dans la revue Les Cahiers du réel. Voilà. Et notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer avec vous sa pensée pour bien comprendre ce basculement. Comment on passe, disons, d'une figure presque mythique du chercheur. À de toutes nouvelles pratiques et surtout à de nouveaux défis. Exactement. Pour bien se planter le décor, il faut se rappeler de l'image du chercheur d'il y a, 10, 15 ans. Ah oui, Ce qui faisait sa valeur, son prestige, c'était souvent sa capacité à dénicher le document, le petit article introuvable de 1968 planqué au fin fond d'une archive. la quête quoi, la chasse au trésor. C'est ça, c'était son super pouvoir. L'article appelle ça le super pouvoir documentaire. Alors la question, elle est simple mais vertigineuse. Que reste-t-il de ce super pouvoir quand n'importe qui peut l'obtenir en un clic? C'est une question énorme. Et c'est par là que Fraser commence son article. Il décrit ce qu'il appelle l'érudition-accumulation. L'idée, si je comprends bien, c'est que le prestige était lié à la rareté de l'info qu'on possédait. C'est tout à fait ça. C'était un capital symbolique, pour reprendre son expression. Ce capital reposait moins sur la pertinence de l'idée. Que sur la difficulté pour y accéder. Voilà. Citer une source obscure, c'était une marque de distinction. Et ce que Fraser décrit de manière assez brutale, c'est que ce capital est en train de s'évaporer. Il s'évapore. Oui, la quête héroïque dans les archives poussiéreuses, elle est remplacée par une requête algorithmique de 30 secondes. Du coup, la citation qui impressionnait hier, aujourd'hui, elle est presque banale. Attendez, ça veut dire que la compétence qui a défini des générations de chercheurs est en train de devenir obsolète? En partie, oui. Ça doit être incroyablement déstabilisant. L'article parle d'une angoisse existentielle. Et on peut l'imaginer, hein. Bah oui, c'est une excellente analogie qu'il fait. C'est comme un artisan d'art qui voit une machine reproduire son savoir-faire à l'identique en une fraction de seconde. C'est une crise identitaire, en fait. C'est exactement ça. Et Fraser insiste sur un point crucial. Ce n'est pas la fin du savoir. Attention, c'est la fin de la sacralisation de son stockage. Le chercheur ne peut plus se voir comme un simple gardien d'archives. Ce rôle-là, la machine le fait mieux. Mieux, plus vite et à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Donc le prestige, il doit forcément se déplacer ailleurs. D'accord. Mais où est-ce qu'il se déplace? Si la valeur n'est plus dans l'accumulation, elle est où? Elle est dans la connexion. C'est là que Fraser propose cette nouvelle figure, celle de l'architecte de la synthèse. Un architecte. Oui, puisque tout le monde a accès aux briques, aux informations, la valeur maintenant, c'est la capacité à construire une cathédrale avec. Comment on structure tout ça? Comment on tisse des liens inattendus? Comment on crée du sens à partir de ce bruit permanent? Voilà. La compétence clé, ce n'est plus de trouver, mais de construire. D'accord, l'architecte. Mais l'IA, elle ne fait pas qu'apporter les briques. Elle commence aussi à monter les murs, non? C'est là qu'on arrive à cette idée de B+ automatique. Je la trouve à la fois fascinante et un peu effrayante. Ah, on arrive au deuxième grand point de l'article, et c'est un paradoxe redoutable. Allez-y. Le B+ automatique, c'est la capacité de l'IA à produire, sur n'importe quel sujet, un texte formellement impeccable. Impeccable. Oui, un texte qui utilise le bon jargon, qui respecte les codes académiques, qui a une structure logique. Bref, un texte qui aurait une très bonne note. Un B+, un 15 sur 20. Donc le niveau de base de ce qui est crédible a été rehaussé pour tout le monde? Pour tout le monde. Et c'est ça le paradoxe. Ah, attendez, mais si l'IA peut pondre un texte noté B+, sans aucun effort, comment on fait la différence? Comment un professeur distingue l'étudiant brillant de celui qui a juste bien briefé sa machine? Vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Fraser appelle ça un nivellement par le haut. D'un côté, c'est bien, la qualité moyenne augmente, fini les copies mal écrites. D'accord, ça c'est le bon côté. Mais de l'autre, et c'est beaucoup plus problématique, la véritable originalité, l'étincelle, elle devient infiniment plus difficile à repérer. Elle est noyée dans la masse. Noyée dans une masse de textes lisses, compétents, mais complètement interchangeables. Hmm. Le vrai danger, selon l'auteur, c'est pas que l'IA écrive mal, c'est qu'elle écrit trop correctement. Trop correctement. Oui,
elle risque d'imposer une norme, ce qu'il nomme la pensée lissée, une pensée sans aspérité, sans les intuitions bizarres, les doutes, les détours. Tout ce qui fait la grande recherche, en fait. Exactement. On pourrait se retrouver avec une science très propre sur elle, mais terriblement stérile. Une science du B+ permanent. Et ça me fait penser que la réaction la plus courante face à ça, c'est de voir l'IA comme une simple aide à la productivité. Bien sûr. Un moyen de publier plus, d'écrire plus vite, de cocher les cases. C'est ce que Fraser nomme le piège de la productivité. C'est une vision purement instrumentale et, selon lui, une impasse totale. Une impasse totale. Oui, parce que si le but, c'est juste d'augmenter le rendement, l'humain devient quoi? Un superviseur de processus automatisé? Il lance la machine, il corrige 2 ou 3 trucs et il publie. Et la réflexion profonde dans tout ça? Elle est sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Le travail intellectuel est vidé de sa substance. Mais est-ce que ce n'est pas un peu inévitable? Dans le monde académique actuel, on est jugé au nombre de publications, la tentation est énorme. La tentation est immense, c'est certain. Mais c'est là que l'article propose un renversement de perspective complet. Il dit « Et si la vraie valeur de l'IA, c'était pas de nous faire gagner du temps ?» Mais de nous forcer à mieux l'utiliser? Précisément, si sa fonction n'était pas de nous aider à écrire plus vite, mais à penser plus fort. Pas un assistant, mais un catalyseur de pensée. Un catalyseur de pensée. J'aime beaucoup l'image. Mais comment ça marche concrètement? On ne va pas juste lui demander « S'il te plaît, catalyse ma pensée ». Non, bien sûr. Et c'est là qu'on arrive au concept le plus puissant de l'article. Il appelle ça la maïeutique artificielle. La maïeutique, comme Socrate. L'art de faire accoucher les esprits. C'est ça. L'idée, c'est de ne plus du tout utiliser l'IA pour confirmer nos idées ou les mettre en forme, mais pour les attaquer, pour les mettre en défi. Attendez, ça veut dire qu'au lieu de lui demander de l'aide, on lui demande de nous critiquer, de se disputer avec nous en quelque sorte. C'est exactement l'idée. Il faut transformer l'IA en adversaire dialectique. Un adversaire? Oui. L'auteur fait une comparaison très juste. La critique par les pairs dans la recherche, c'est essentiel. Mais c'est souvent biaisé, non? Bien sûr. Il y a la politesse, les relations de pouvoir, les enjeux de carrière, on n'ose pas tout dire. Voilà. L'IA, elle, n'a aucune de ces contraintes. Pas d'ego aménagé, ni le sien, ni le nôtre. Elle offre ce que Fraser appelle un miroir sans complaisance. Une critique froide, purement logique. Est-ce qu'il donne un exemple concret de ça? Oui, et il est très parlant. Imaginez un chercheur qui travaille sur un projet. Au lieu de demander à l'IA « rédige-moi une conclusion », il lui donne une instruction totalement différente. Laquelle? Voici mon hypothèse et mes données. Joue l'avocat du diable. Trouve toutes les failles possibles dans mon raisonnement. Attaque chaque affirmation. Montre-moi tous les biais que je n'ai pas vus. Ah oui, d'accord. C'est une démarche volontaire pour se mettre en danger. Totalement, c'est sortir de sa zone de confort intellectuel. C'est un peu comme avoir un coach sportif impitoyable qui vous dit que votre technique est mauvaise encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. L'analogie est parfaite. Et ce coach a 2 qualités rares. D'abord, il est infatigable. On peut le solliciter à 3 heures du matin, il sera toujours là. Et ensuite, Ensuite, comme vous disiez, il ne cède jamais à la politesse. Il ne va pas arrondir les angles. Il nous pousse dans nos derniers retranchements. La pensée qui survit à ces assauts logiques, comme dit l'auteur, elle est forcément plus robuste. donc si je résume, on arrive à une nouvelle répartition des rôles. C'est ça. On laisse la machine faire ce qu'elle fait de mieux. Compiler, synthétiser, vérifier la cohérence. Tout le travail formel. Et ça libère le chercheur pour qu'il se concentre sur ce que la machine ne sait absolument pas faire. Le doute, le questionnement, l'intuition, la création de sens. C'est une nouvelle organisation du travail intellectuel, et ça débouche sur une nouvelle éthique de la recherche. L'autorité du chercheur demain ne se fondera plus sur l'étalage de connaissances. Sur les pattes, comme il dit. Oui, c'est ça, les pattes. Le jargon compliqué, les citations obscures, tout ça devient caduc. La nouvelle autorité se fondera sur une rigueur décuplée. Une rigueur qui vient de ce désaccord permanent avec l'algorithme. Précisément. Le chercheur qui aura de l'autorité sera celui qui pourra dire « Mon idée n'est pas juste une idée, je l'ai soumise au crash test le plus violent qui soit, celui d'une logique implacable, et elle a tenu bon. » Absolument. La confiance ne vient plus de ce qu'il sait, mais de la manière dont il a mis son savoir à l'épreuve. C'est fascinant. Et c'est la conclusion de cette partie. L'IA devient à la fois un serviteur et un challenger. Serviteur, car elle nous débarrasse des tâches laborieuses, mais challenger, car en nous libérant de la forme, elle nous met face à la nudité de notre pensée.
La nudité de notre pensée. Oui. Une fois que le style est parfait, que les sources sont bien citées, que reste-t-il? Le fond, l'idée pure. Et là, on ne peut plus tricher. C'est une chance unique de renforcer la substance de nos travaux. Ce parcours à travers la pensée de Pierre Fraser est assez vertigineux quand même. On est parti de cette figure de l'érudit gardien, un peu romantique, Celui dont le pouvoir reposait sur un accès privilégié à l'info. pour arriver à une figure complètement différente, celle de l'architecte synthétiseur. Un architecte qui, en plus, se jette volontairement dans l'arène pour un duel avec la machine. Pour aiguiser sa propre pensée. C'est ça. La synthèse finale qu'on peut en tirer, c'est que le véritable enjeu n'est pas du tout la substitution de l'humain par la machine, ça c'est la vision la plus simpliste, Et la plus anxiogène, plus créatif, plus rigoureux et finalement plus pertinent. en se déchargeant du reste. Voilà, il peut enfin se consacrer à 100% à ce qui fait sa singularité, poser des questions que personne n'a posées, douter de l'évidence et créer du sens là où il n'y avait que de l'information. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour prolonger la réflexion. Il vous écoute. L'article se concentre, logiquement, sur le monde de la recherche. Mais si on élargissait cette idée de maïeutique artificielle, si, dans nos vies professionnelles, pour une décision stratégique, ou même personnelle, face à une conviction bien ancrée, Ah, je vois où vous voulez en venir. si on prenait l'habitude d'utiliser ces outils non pas pour chercher une confirmation rapide, mais pour défier systématiquement nos propres certitudes, que se passerait-il si on invitait tous, de temps en temps, cet adversaire dialectique infatigable dans notre tête ?